Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Qui sommes-nous et pourquoi cet ouvrage ? La naissance d'un projet. Au sein de la Cité Ampère à Vitry-sur-Seine, une association Solidarité Internationale. Son objet ? Susciter et favoriser les échanges entre les personnes de différentes cultures. Un jour de 2014, la directrice, Catherine Lahaye, interpelle son mari Gilbert, le président avec une grande expérience professionnelle de l'Afrique, tous deux fondateurs de l'association depuis 2003. Sais-tu que le Centre culturel de Vitry initie cette année une grande action sur la commémoration de la guerre avec les associations de la ville ? Non. De quelle façon ? Ce que nous souhaitons, une pièce de théâtre, un spectacle de danse, une exposition, des conférences. Tu as une idée ? Oui. Pourquoi pas une exposition sur les tirailleurs sénégalais ? Ils ont bien besoin d'être mis en valeur. Je ne les ai pas beaucoup vus dans les documentaires. J'espère qu'en 2018 il en sera autrement. Cela correspond bien à la cité, dont une grande partie est d'origine africaine. Et l'Afrique du Nord ? Deux associations ont déjà proposé des projets dessus. Allons-y. Des images, des voix de l'Afrique me reviennent en tête. Ces soldats commencent soudainement à sortir de l'ombre. Le grand-père de Catherine était un tirailleur sénégalais, originaire du Cameroun. Qu'a-t-il fait pendant cette longue absence de la maison paternelle laissant seule sa femme et ses enfants ? Mon beau-père ne l'a jamais digéré. À son retour, il ne parlait guère. Puis ce sont les souvenirs de mon arrière-grand-père breton, qui a croisé des tirailleurs lors des combats. Le projet séduit Éric Fou, membre du bureau de l'association et habitant de la cité, né en Alsace-Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Devenu français à la fin de la guerre, il se remémore les souvenirs de sa prime enfance, le déchirement des familles voguant d'une nationalité à l'autre et les difficultés pour s'intégrer dans une société dont il ne maîtrise pas la langue. De ce contexte de vie banale en France, naît la conception d'un projet fédérateur, les tirailleurs sénégalais, la caravane de la mémoire. La décision est prise, il faut trouver des partenaires. Le projet est présenté au Partenariat Eurafricain, à la demande de son président Joël Broquet, fondateur du Centre de formation des élus locaux et responsable du Carrefour des acteurs sociaux. Jean-Paul Gourevitch, consultant international sur l'Afrique et les migrations et auteur de nombreux ouvrages dont La France en Afrique, Acropole, 4e édition 2008 et Les Africains en France, Acropole, 2009, trouve l'idée géniale. Camille Duparc, professeur agrégé en histoire et auteur d'un mémoire, Les femmes des tirailleurs sénégalais de 1857 à nos jours, Université du Havre, 2009, se montre favorable à une participation au projet. Laetitia Lahaye, étudiante en architecture, est également enthousiaste. Nzongo Ngeke, directeur de Similigram, spécialiste de l'événementiel, s'engage à le promouvoir. Stéphane Namani, concepteur graphiste pour de nombreux éditeurs, propose ses services pour la mise en panneau de l'exposition. Le lieutenant-colonel Philippe Roudier, conservateur du musée des troupes de marine de Fréjus, nous donnera accès à la documentation et prêtera des objets de collection. Toutes ces personnes composent le comité de pilotage de l'exposition depuis le début, et la plupart ont participé à la réalisation de cet ouvrage. À Jean-Paul Gourevitch est confiée la coordination scientifique avec Éric Fou chargé de la partie filmographique. Si la mémoire historique est d'emblée convoquée, le comité de pilotage a souhaité élargir le champ de l'exposition aux époques antérieures et postérieures à la guerre 14 à 18. Au fil des visites, des entretiens avec des historiens, des lectures d'ouvrages, se dégagent les idées forces de l'exposition. Recueillir la mémoire, mettre en lumière l'apport de l'Afrique pendant le conflit, présenter la spécificité d'unités combattantes à l'identité forte, montrer le lien entre les combattants et les femmes et familles restées au pays, cerner la transformation de l'image du blanc et du noir, concourir à la réappropriation par les nouvelles générations d'une histoire commune qui innerve la société contemporaine. L'objectif pédagogique est aussi privilégié avec une cible prioritaire, les publics scolaires. L'équipe s'est efforcée de donner une dimension citoyenne au projet. Mais concourir à écrire le roman national, tout en ne cachant rien de ses ombres n'est ni facile ni sans risque. Et cela d'autant plus qu'une des ambitions affichées,
est de faire œuvre originale parmi une production abondante sur la guerre de 14 en ces années de commémoration. En évoquant notamment l'Afrique précoloniale et les enjeux éthiques, culturels et économiques de la colonisation, ou la campagne de propagande contre la honte noire, nous avons essayé d'éviter la langue de bois qui occulte et les polémiques qui altèrent. Le projet, une fois cerné dans son fond et cadré dans sa forme, obtient le label de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Les moyens humains et institutionnels. C'est l'occasion de les citer en les remerciant, l'ensemble du personnel de Solidarité Internationale et en particulier Madame Gagnou Sinatou et Madame Kedjem Béatrice, Monsieur Dia Tierno, Monsieur John Evans volontaire du service civique, Monsieur Maxime Lambert, Monsieur Serna Pierre Paolo, l'AELI, la Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la ville de Vitry-sur-Seine, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense ECPAD, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ONACVG, la Direction de la mémoire et du patrimoine des armées, DMPA, le Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, et notamment l'amical concours de Madame Rézac Charpentier qui a permis la réalisation d'une plaquette qui constitue un véritable catalogue de l'exposition. Il faut aussi mentionner la coopération des grandes associations d'anciens combattants à commencer par la Fédération nationale André Maginot, FNAM, qui, ville par ville, a mobilisé ses adhérents pour relayer la manifestation. De son côté, la Fédération des Gueules Cassées, sensible à la vocation civique de l'exposition, a apporté un concours à la réalisation du numéro de Vivre l'Histoire ensemble dédié à l'exposition. Enfin, le projet a été soutenu par Africulture, le magazine Afrique Éducation, M. Hubert Tison, secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire et géographie, M. Ibrahima Aboussal, historien mauritanien, la famille Francis Bébé, Éric Deroux, spécialiste des tirailleurs sénégalais, historien, réalisateur, chercheur associé au CNRS, le général Elric Irastorza, grand officier de la Légion d'honneur et le général Patrick Jardin, commandeur dans l'Ordre national du mérite. La problématique. Au-delà de toutes les images colportées de bons noirs, de soldats farouches, de mangeurs d'hommes, de personnes parlant petit nègre, alors que pour les responsables de l'association, les Africains sont leurs familles, leurs collègues de travail, leurs amis, les gens se côtoient, vivent ensemble, pourquoi tant de polémiques ? Quels étaient ces hommes qui ont quitté leur pays pour combattre en Europe ? L'époque que nous traversons souffre du manque de visibilité que nous avons sur notre avenir. Notre projet veut éclairer l'histoire, pour aider à appréhender ce qui se passe aujourd'hui. Nous éprouvons tous le besoin de connaître les chemins pris par ceux qui nous ont précédés. Les événements que nous vivons actuellement trouvent leurs origines dans ce passé lointain qui reste opaque pour nombre de nos contemporains. Pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Le monde est devenu un village, notamment grâce au progrès technologique, village dans lequel les événements n'échappent à personne. À l'époque de nos grands-mères, seuls quelques privilégiés pouvaient sillonner le monde par les mers, les terres, les airs et ainsi explorer puis étendre leur influence jusqu'à gérer à leur guise des contrées. Aujourd'hui, la volonté de transformation de notre environnement doit répondre aux besoins ressentis et exprimés des populations pour assurer l'avenir des enfants de notre planète. Ce n'est pas polémique que de se poser des questions. C'est pourquoi parler des tirailleurs sénégalais sans remonter dans le temps serait un non-sens. Le lecteur n'en serait pas plus avancé dans la compréhension de leur apparition sur la scène de ce théâtre qu'est la Première Guerre mondiale. De l'exposition à l'ouvrage. Pour l'exposition, la caravane de la mémoire, les tirailleurs sénégalais avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, nous avons commencé par planter le décor qui évolue ensuite en respectant une progression chronologique. La situation de l'Afrique avant l'arrivée des Européens et son évolution jusqu'à l'apparition des tirailleurs sénégalais au cours de la colonisation. La deuxième partie est consacrée à la Première Guerre mondiale. L'accent est mis sur la contribution des tirailleurs à la victoire en 1918. La dernière partie évoque les éléments qui nous amènent jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Cette démarche a suscité un intérêt certain de la part des visiteurs, adultes, jeunes et moins jeunes, professeurs d'histoire qui en ont fait état verbalement et parfois l'ont écrit dans le livre d'or de l'exposition. Pour beaucoup, celle-ci apporte un éclairage, une visibilité sur un continent,
l'Afrique, dont certains ignorent l'histoire voire nient l'existence de ces civilisations. Le livre a repris cette organisation. Certains thèmes de l'exposition sont complétés, développés. L'objectif de l'ouvrage est de prolonger l'analyse historique esquissée dans l'exposition sans s'interdire d'aborder les sujets sensibles, qui font encore polémique. Nous pensons avoir apporté par l'exposition la preuve qu'une approche sereine de ces périodes est possible et peut être susceptible de réduire la fracture des mémoires. NB. Pour simplifier la lecture, les ouvrages mentionnés sont signalés par un astérisque à côté du nom de l'auteur et renvoient à la bibliographie et les termes techniques à leur première occurrence comportent un double astérisque qui renvoie au lexique. Première partie, les forces noires africaines avant la Grande Guerre. Chapitre 1. Pourquoi commencer avant 1914 ? L'avenir nous tourmente et le passé nous retient. Voilà pourquoi le présent nous échappe. Gustave Flaubert, dans une lettre de 1850. Dans cette perspective et à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, il nous a semblé fondamental d'évoquer l'épopée des tirailleurs sénégalais, de retracer leur histoire, permettant ainsi à un nombre important de nos concitoyens de comprendre les raisons de leur présence dans un territoire différent de celui de leurs ascendants. Arthur Comte regrette la phénoménale ignorance qu'ont les générations actuelles des anciennes entreprises coloniales et des empires coloniaux des démocraties européennes. L'épopée coloniale de la France légitime une profonde fierté coloniale. À l'inverse, ceux qui ont subi cette colonisation ou qui la condamnent, clament haut et fort qu'elle doit être reconnue comme un crime contre l'humanité et demandent réparation. Deux choix opposés qui s'appuient sur l'existence de faits, que nous avons tenté de relater sans parti pris. Ce livre commence par la recherche de l'origine des tirailleurs dits sénégalais, dont l'apparition est antérieure à la Première Guerre mondiale. Il embrasse l'histoire des peuples, des empires, des civilisations avant l'arrivée des Européens, puis la période de la colonisation à partir des premiers explorateurs qui, partant des côtes, s'enfoncent plus profondément dans des terres inconnues jusqu'alors. Progressivement, ces explorateurs font état de découvertes de trésors qui aiguisent l'appétit des pays occidentaux avides de pouvoir. Ceux-ci enverront des troupes pour prendre possession de ces territoires et en accaparer les biens. À cela s'ajoutent des motivations d'ordre religieux, qui verront partir des missionnaires au nom de l'Église chrétienne pour convertir les peuples, favorisant ainsi l'implantation des colonisateurs. La France y puisera les ressources nécessaires à son développement économique et à son effort de guerre. Richesses minérales, animales, végétales, ressources humaines. L'histoire des tirailleurs sénégalais trouve ses racines essentiellement dans cette mobilisation. Recrutés, enrôlés et combattant au sein de l'armée française, ils ont par leur fait d'armes et souvent le sacrifice de leur vie participé à la victoire finale sur les forces ennemies. Les hostilités terminées, certains d'entre eux ont regagné leur pays d'origine, d'autres sont restés en France, d'autres encore ont continué à se battre au sein de l'armée française. Un passé lointain qui reste opaque pour nombre de nos contemporains. En reconstituant cette saga, nous espérons que le lecteur comprendra et appréciera mieux le rôle majeur des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale, l'impact de leur retour au pays et l'importance de la reconnaissance qui leur est due par la France. Chapitre 2. Les premiers empires et royaumes de l'Afrique subsaharienne. Ces premiers empires et royaumes africains font partie intégrante de l'histoire du continent africain. Ils sont restés inaccessibles aux Européens jusqu'au XVe siècle du fait d'une triple barrière: le Sahara, les États musulmans et les courants contraires de l'Atlantique. La majorité des sources d'informations relatives à ces empires proviennent des écrits et des récits des voyageurs arabes à partir du Xe siècle, des marchands, des géographes, des historiens et de la tradition orale. Pour illustrer le concept caravane de la mémoire, nous avons retenu les grands empires du Soudan, le Ghana, le Mali, l'empire Songhai, ainsi que le Congo, pour lequel l'événement saillant est l'arrivée des Portugais et la christianisation. Nous avons tenté de résumer leur naissance, leur apogée et leur déclin ainsi que celui de leur civilisation. Leur renommée s'étend bien au-delà du continent africain. Ainsi, l'or du Soudan irrigue l'économie méditerranéenne de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Carte des empires et royaumes africains. L'Empire du Mali. Le Mali est fondé par les Malinké,
un peuple de pasteurs et de commerçants dont le territoire est idéalement placé, entre les régions productrices d'or et le Ghana. Sundiata Keita affermit son royaume en unissant les Malinké contre un ennemi commun, le roi du Soso, Soumaoro Kanté, qu'il bat en 1235 et contrôle les routes commerciales vers le Sahara et les régions aurifères. L'organisation du Mali autour de sa capitale, Niani, reproduit celle du Ghana, une structure à la fois fédérale et féodale du royaume. Il atteint son apogée sous le règne de Kankan Moussa, 1312 à 1337. À partir de 1360, des querelles de succession divisent le royaume qui décline lentement jusqu'en 1546. L'Empire du Ghana. Il a été fondé vers 770 par les Soninké, un peuple animiste vivant à la lisière sud du Sahara depuis le IVe siècle et maîtrisant la métallurgie. Son apogée se place entre la fin du Xe et le début du XIe siècle. Sa prospérité provient de l'échange d'or, d'esclaves, d'ivoire, de plumes d'autruche d'Afrique subsaharienne contre du cuivre, du sel, des chevaux, des livres, du tissu et des dattes venues du Maghreb. En raison des conflits avec les Berbères, une nouvelle route commerciale évitant le Ghana est ouverte en 1224. Privé de ressources, le Ghana est remplacé par le Soso, puis annexé en 1241 par l'Empire du Mali. L'Abyssinie, le royaume des Négus. Le plateau escarpé au centre de l'Éthiopie a permis à une succession de royaumes chrétiens dont celui d'Aksum, de résister pendant des siècles aux invasions. Au XVIe siècle, les Portugais sont chassés et le pays redevient indépendant jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les royaumes des Grands Lacs. En Afrique centrale, dans la région équatoriale des Hauts Plateaux, les techniques métallurgiques, connues depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, ont permis aux agriculteurs de défricher des clairières dans la grande forêt primaire habitée par des groupes de chasseurs-cueilleurs dont descendent les Pygmées. Ils ont progressivement établi leur prospérité sur l'élevage du bétail. La légende fait du Kitara fondé par Ruanga, le premier royaume ayant gouverné la région. Le royaume de Madagascar. L'île Rouge était peuplée il y a 2000 ans d'Africains et d'immigrants indonésiens. Les grandes tribus comme les Sakalava et les Betsimisaraka ont fondé des royaumes aux coutumes communes. De grands souverains unifièrent le pays à partir du XVIIIe siècle. L'Empire Zoulou. Chaka 1787 à 1828, chef des Abatétois, a réuni tous les clans Ngunis pour les rassembler en un nouveau peuple appelé Zoulou, peuple du ciel. Chef implacable et tyrannique, il crée une armée redoutable et très puissante. Il meurt victime d'un complot. Au XIXe siècle, les Zoulous se heurtent aux Colombours et à l'armée britannique. L'Empire du Congo. Il se développe après plusieurs migrations bantoues à partir du 7e siècle, dans une zone peuplée de Pygmées. À son apogée au XVIe siècle, son territoire s'étend sur 2 500 000 km², est organisé en entités administratives tenues par des clans soumis au pouvoir central. En dehors de l'agriculture, l'élevage et l'ivoire, le pays commercialise le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie, dispose d'une monnaie et de finances publiques. L'arrivée des Portugais ébranle cet immense État. L'économie négrière dépeuple le pays et par l'appât du gain, le parcellise en une myriade d'États-nations. L'Empire Songhai. Il existe depuis le 7e siècle autour de sa capitale Koukia sur le Niger. Sous la dynastie des Dia, il est vassal tour à tour du Ghana et du Mali. Soni Alibert lui donne une indépendance réelle en 1464 et crée un empire structuré. Sous son règne, en 1472, ont lieu les premiers contacts avec les Européens sur la côte atlantique. L'empire atteint son apogée sous le règne du Sarakolé Mohamed Touré, ou Askia Mohamed, qui en 1493 islamise brutalement le royaume et fonde la dynastie des Askia, 1493 à 1592. Mais il s'affaiblit après sa mort suite à une guerre de succession. L'Empire du Kanem. Il a été fondé au 7e siècle dans le bassin du Tchad, au croisement des routes de la vallée du Niger, des régions forestières du sud, de la vallée du Nil et de la Méditerranée. Son chef, le Maï, tient sa richesse non pas de l'or mais de l'esclavage. Au XIVe siècle, chassé par d'autres nomades, la caste dirigeante se réfugie dans un petit royaume vassal, le Bornou, et perpétue son pouvoir sous le nom Kanem Bornou jusqu'à l'arrivée des Européens à la fin du XIXe siècle.
Le royaume du Bénin. La cité du Bénin entre dans l'histoire au Xe siècle. Elle devient un État centralisé, où la maîtrise de la métallurgie aboutit à la confection de masques en bronze ou en laiton. Avec l'arrivée des Portugais à la fin du XVe siècle, le royaume se lance dans la culture du palmier à huile et dans la traite des esclaves. L'Empire du Ghana 750-1204, une terre d'or. Il apparaît au 8e siècle. Selon la tradition orale, le royaume du Ouagadou ou Ouagadou, noyau de l'Empire du Ghana, est créé dès le 3e siècle avant Jésus-Christ par une population venue de l'Est. D'après des griots, sa fondation est attribuée à un personnage légendaire, Igo Kassé Dinka, gros vieil homme, l'ancêtre des Soninké. Le roi fonde son pouvoir sur le culte du Ouagadou Bida, le dieu serpent, génie protecteur du peuple qui réclame tous les ans le sacrifice humain d'une jeune fille vierge, d'une rare beauté. Vers 770, le petit royaume finit par dominer l'ensemble des Soninké, peuple animiste d'agriculteurs maîtrisant la métallurgie. Par la suite, il annexe les chefferies situées aux alentours et devient un empire. El Amatani au IXe siècle décrit le Ghana comme une terre où l'or brillait comme des plantes dans le sable, ou comme des carottes cueillies au soleil. Le roi porte le titre de Kaya Magan, ou roi de l'or. Commandant en chef de l'armée, il peut selon El-Bakri mobiliser à volonté une armée de 200 000 soldats, dont plus de 40 000 archers qui combattent avec des armes en fer inconnues de leurs ennemis, des lances, des flèches et des épées et une cavalerie imposante. Ghana, titre donné au roi, signifie chef de guerre. Il deviendra le nom de l'empire. Les animistes cohabitent avec les musulmans. La capitale Koumbi Saleh est administrée par un maire nommé par le roi. Elle est formée de 2 villes séparées, l'une pour les musulmans et l'autre El Gaba pour les animistes, où le roi musulman réside dans un magnifique palais. Le souverain est assisté par des ministres et serviteurs civils, des musulmans soninké pour la plupart, qui savent lire, écrire avec de grandes connaissances sur le monde. Sa succession, régie par la tradition matrilinéaire, place sur le trône le fils aîné de la sœur du roi. Très respecté par ses sujets, il déploie ses richesses lors de ses apparitions publiques. El-Bakri note dans son livre « Le roi s'orne lui-même comme une femme portant des colliers et des bracelets. Lors de ses audiences royales, il pose devant lui une cape décorée d'or et drapée de turbans en tissu fin. » Le pays de l'or possède les régions aurifères du Bambouk et du Bourré auxquelles se rajoutent au IXe siècle les régions du Galam et du Tekrour. De par la loi, le roi est propriétaire de toutes les pépites et la population ne peut posséder que des poussières. Le souverain permet aux marchands musulmans, arrivés au IXe siècle dans cette région, de s'installer à proximité de sa capitale, sous bonne surveillance car il se réserve le secret des origines de cette matière précieuse. Les caravanes venant du nord qui traversent le Sahara vendent au Ghana des chevaux et des livres, et au retour ramènent les produits du pays, notamment de l'or, des esclaves, du miel, des arachides, des rougets grondins, des plumes d'autruche et du coton. De plus, un système efficace de taxation est imposé sur tous les ânes chargés, qui entrent ou sortent du pays. Au XIe siècle, le pays est à son apogée. L'agriculture prospère au sud et l'élevage au nord. Les mines d'or et de fer se révèlent inépuisables. Le contrôle des routes vers les régions aurifères et le commerce transsaharien sont 2 richesses très florissantes. En 1054, Odagoste, ville commerciale, passe sous le contrôle des Berbères unifiés par le mouvement almoravide d'Ibn Yassine. Ces derniers en 1076 atteignent Koumbi Saleh qu'ils détruisent et massacrent la population. Le Ghana se replie vers le sud. En 1087, il retrouve son indépendance mais pas son unité. Les provinces aurifères du Tekrour et du Bambouk s'en détachent. Les populations hostiles à l'islam, imposées par la force, émigrent vers le sud ou l'est. En 1224, la route commerciale évite le Ghana. Privé de ses ressources, il est remplacé par un de ses États vassaux, le Sosso de Soumaoro Kanté, et disparaît en 1240. L'Empire du Mali 1235 à 1546, l'implantation de l'islam. Sundiata Keita, personnage à la fois historique et légendaire, fonde son royaume, le Mali, en unissant les Malinké contre le roi du Sosso, Soumaoro Kanté, qu'il bat en 1235 à Kirina. Il se fait alors appeler Mansa, ce qui signifie roi des rois, et reprend les recettes qui ont réussi au Ghana. Une organisation à la fois fédérale et féodale,
une administration efficace autour de sa capitale, Niani, un rôle de carrefour et le contrôle des routes commerciales vers le Sahara et vers les régions aurifères, les taxes sur les mêmes marchandises, cola, or, sel, le droit exclusif du roi sur les pépites. Les nouveautés sont le cuivre, exporté des mines royales, et une armée puissante de 100 000 hommes constituée d'une aristocratie à cheval. Du fait de l'introduction de la charia et des tribunaux islamiques au début du XIVe siècle, dans cet empire à la fois animiste et musulman, l'islam est utilisé comme un moyen de contrôle social et d'unification des différentes ethnies qui composent l'empire, les nomades sahariens, berbères, touaregs, les nomades peuls sahéliens et les agriculteurs tout couleurs, soninké, songais, wolofs et mandingues. Parmi les rois de la dynastie Keïta, l'empereur Kankan Moussa par ses largesses inouïes lors de son pèlerinage de 1324, fait chuter pendant 4 ans le cours de l'or à la Mecque. L'empire décline après sa mort en 1360, en raison de querelles de succession qui dégénèrent en guerre civile. Il se disloque à partir du XVe siècle et donnera naissance au grand empire Songhai. Le roi du Mali Kankan Moussa représenté avec les attributs impériaux, sceptre, trône, couronne et globe d'or. Extrait de l'Atlas catalan réalisé vers 1375 et traditionnellement attribué à Abraham Cresque. L'empire Songhai 1464 à 1591, un empire modernisé. L'empire Songhai est fondé à Koukia, au 7e siècle, par un groupe ethnique animiste du Mali et du Niger. Les Songais sont composés de 3 groupes, les Sorko pêcheurs, maîtres des eaux, les Go chasseurs, et les Do agriculteurs et éleveurs, maîtres de la terre. Au XIe siècle, des Berbères fuyant les persécutions arabes se métissent avec les Do et fondent la dynastie des Dia, dont le souverain se convertit à l'islam. Vers 1010, ils établissent la capitale à Gao et en font un royaume puissant et prospère. Au milieu du XIVe siècle, le roi Ali Colon proclame l'indépendance et prend le titre de Soni qui signifie le sauveur. En 1400, les Songais attaquent Épi-Niani, la capitale du Mali, tout en restant théoriquement les vassaux de cet État. En 1464, Soni Ali, surnommé Ali le Grand, monte sur le trône et agrandit l'empire grâce à sa cavalerie et sa flotte de 400 bateaux. En 1468, il s'empare de Tombouctou et se rend maître de la moyenne vallée du Niger en 10 ans. Il favorise le commerce, crée une administration centralisée, prend l'habitude de rédiger des actes officiels et tente de préserver la culture non islamisée de son royaume. Sous son règne ont lieu les premiers contacts avec les Européens sur la côte atlantique. À sa mort en 1493, l'impiété et la cruauté de Soni Ali amènent ses sujets à proclamer roi, non son fils, mais un de ses lieutenants, le Sarakolé Mamadou Touré qui règne sous le nom d'Askia Mohamed, 1493 à 1528, et gouverne avec l'appui des savants musulmans. Dès le début de son règne, il effectue un fastueux pèlerinage à la Mecque en 1496. Escorté de 500 cavaliers et 1000 fantassins, il emporte 300 000 pièces d'or dont le tiers est distribué en aumône. Il crée à Médine une fondation pour les pèlerins soudanais. Il reçoit du grand shérif de la Mecque les insignes de calife, bonnet vert, turban blanc et sabre du Soudan. À son retour, il fait la guerre sainte au Mossi du Yatenga d'où il ramène de nombreux captifs qu'il convertit à l'islam. Puis il conquiert le Galam aux dépens du Mali et accapare ses mines d'or. Sous son règne, l'empire atteint son apogée. Son organisation est caractérisée par une hiérarchisation et une décentralisation du système politique et économique. Il favorise l'enseignement coranique qui fait la fortune et la célébrité des villes de Gao, Tombouctou et Djenné. Il fonde sa puissance sur le contrôle du commerce entre la zone équatoriale et le nord de l'Afrique. L'empire tire sa richesse de l'élevage, de la riziculture, de la production des mines d'or, du commerce des esclaves et du sel, des impôts payés par les populations et des taxes prélevées sur les royaumes vassaux. L'or, le sel et les coris servent de monnaie. Pour éviter les fraudes, les poids et les mesures sont uniformisés. Afin d'améliorer la production, il entreprend les travaux de canalisation du fleuve Niger. Grâce à sa force militaire, l'Empire domine une grande partie de l'Afrique occidentale sahélienne. Coris ou nzimbus, coquillage utilisé comme monnaie en Afrique au Moyen Âge. Son fils aîné, Moussa, à la tête d'un complot le contraint à l'exil en 1539, le trésor impérial est dilapidé, les provinces mises à sac.
les royaumes vassaux comme le Tekrawar se révoltent et deviennent indépendants. Les Marocains, en proie à des difficultés financières suite à la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques, convoitent les mines d'or. Sous le commandement du pacha Djouder, ils défont les Songhai en 1591, tuent le roi, occupent Gao et Tombouctou. L'empire Songhai détruit entraîne avec lui la ruine des cités où s'échangeaient les savoirs scientifiques et les productions de la Méditerranée et du monde noir, où les lettrés musulmans étaient nombreux. Cet effondrement met fin à une période de sécurité dans le Soudan qui est ravagée par des famines, des épidémies et les pillages des nomades. L'Empire du Congo, XIIIe siècle, un empire christianisé. Le Congo, le plus grand empire organisé de l'Afrique subsaharienne, il atteindra au XVIe siècle 2 500 000 km², est un ensemble d'entités fédérées issues des migrations bantoues qui se soumettent à l'autorité d'un pouvoir central basé à Mbanza Congo, la capitale du pays. Le roi, appelé le Mani Congo, dispose de pouvoirs surnaturels. Il est élu par les anciens parmi les membres éligibles des 12 clans Congo. Le pays est organisé en castes correspondant à des fonctions sociales. Des écoles prestigieuses comme Kimpasi et Kinkimba forment l'élite du pays après une longue initiation. Au cours de ses voyages le long de la côte africaine, le navigateur portugais Diogo Seao remonte le fleuve Zaïre et rend visite au roi en 1483. L'Empire du Congo est à son apogée. L'élevage prospère, le pays commercialise ses ignames, l'ivoire, le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie. Il dispose d'une monnaie, les coquillages Nzimbu, et de finances publiques. Le premier contact avec les Portugais est pacifique mais certains dignitaires capturés par surprise sont emmenés au Portugal. Les échanges diplomatiques et commerciaux croissent. Grâce à l'aide des arquebusiers portugais, le roi Vinlétéké s'empare de leurs gisements de cuivre, faisant du Congo le plus grand État de la région. Il importe des plantes comestibles d'Amérique, leur vend l'huile de palme locale, ivoire et coris. Avec l'arrivée des missionnaires catholiques, en 1490, le roi Nzinga Nkoulou est baptisé ainsi qu'une partie de la famille royale et des proches du pouvoir, et prend le nom de Ndeo Nzouaou, prononciation Congo de Dom Joao. À sa mort, le fils aîné, baptisé Alfonso vers 1491, le renverse en 1509 et devient par la grâce de Dieu, le 7e roi du Congo, de l'Oango, etc. Il reçoit à cette occasion du roi du Portugal des armes et une bannière d'argent à la croix de Saint-André. Voyant dans le christianisme un moyen de moderniser son pays, il encourage les baptêmes, l'éducation et accueille des jésuites qui ouvrent une école pour 600 élèves. Son fils Lukeni Lua Nzinga, envoyé au Portugal, devient le premier évêque africain de l'histoire de l'Église catholique sous le nom de Henrique. La cathédrale du pays, Saint-Sauveur, est reconstruite en pierre. Les jeunes Congos partent faire leurs études en Europe. Les armoiries du Congo au XVIe siècle. En raison de la présence renforcée des Portugais, les commerçants et les aventuriers en profitent pour prendre le pouvoir et surveiller le royaume à partir de l'île de Sao Tomé qui leur sert d'entrepôt d'esclaves. Avec la découverte et l'exploitation du Brésil, les Portugais se tournent vers la très lucrative traite des Noirs. L'économie négrière dépeuple le pays et l'affaiblit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.